L'actualité à la une ce soir, c'est fait. Le Burkina vient de se doter d'un pacte national pour le renouveau de la justice. Il a été signé ce matin à la clôture des États généraux. C'est un condensé d'engagement pris par les participants. Le contenu dans un instant. Le Burkina ouvre aussi ses usines de coton au Bénin. Les Béninois ont demandé et obtenu le grainage de 30 000 tonnes de coton à Compiègne. Le ministre béninois de l'Agriculture était chez le président du Faso hier. 56 millions de Nigériens appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir leur futur président. Goodluck Jonathan et l'ancien président Mamadou Bouhari, les favoris, ont voté dans leurs villages respectifs. Le scrutin se tient au milieu d'attentats. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Le pacte national pour le renouveau de la justice tant attendu a été signé ce matin. C'est un ensemble d'engagements qui ont été pris par les participants aux États généraux de la justice qui a refermé ses portes ce samedi. Le pacte est censé apporter un souffle nouveau à la justice burkinabé. Maxime Zongo. Permettre un dialogue inclusif afin d'aboutir à un engagement commun dans le sens de la refondation d'une justice réconciliée avec elle-même et avec le peuple, tel était l'objectif de ces États généraux. Au terme des travaux, c'est un pacte national pour le renouveau de la justice qui a été signé par les principaux acteurs avec à leur tête le chef de l'État. Nous pensons que la justice pourra désormais opérer avec des modalités et selon un processus qui pourront faire avancer notablement les questions judiciaires. Je voudrais surtout dire que le pacte est important en ce qu'il redéfinit les fonctions, le rôle, le comportement du juge. Comportement qui doit désormais être basé sur une indépendance réelle du magistrat. Ce que nous souhaitons seulement, c'est que ce qui a été dit, que ça soit vraiment mis en application et que ça soit au bénéfice vraiment de tous les Burkinabés. Parce que une chose est de faire, mais l'autre, c'est surtout l'application. On a eu vraiment des critiques de part et d'autre, ce qui était vraiment constructif. Et d'ailleurs, ce qu'il faut saluer, c'est surtout le pacte. Et on souhaite que vraiment ce soit très bien mis en œuvre, parce que ça va vraiment permettre de corriger la société pour prévenir des situations comme celle du 31 passé. Tout au long des travaux, aucun sujet, aucune préoccupation ou revendication, foi du ministre de la Justice n'aura été censuré. Résultat, un condensé de propositions et d'engagements pertinents. Toutes les opinions étaient permises et ont été dites. Plus d'une centaine de propositions ont été exprimées sous la forme d'engagements précis touchant tous les contours de la magistrature et du système judiciaire dans ses rapports avec les autres membres de la société. La prochaine étape immédiate, selon Joséphine Ouedraogo, consistera à mettre en chantier la loi qui consacrera le statut et les attributions du mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation, porteur du processus de concrétisation du pacte pendant et après la transition. En attendant ce renouveau de la justice, les tribunaux continuent leurs activités. Hier, le groupe Obouf était à la barre pour répondre de sa tromperie de la population. Il faudra attendre vendredi prochain pour le verdict. Ce que l'on sait, c'est que le groupe risque 1 an de prison, risque 1 an de prison et 10 millions de francs d'amende. Les explications de Abdoul Rasmane Zongo. Procès du tristement célèbre groupe Obouf au palais de justice de Ouagadougou ce vendredi 27 mars à 8h. Les 13 heures de plaidoirie, de réquisition entre autres, n'ont pas permis jusqu'à 21h d'obtenir un verdict. Au finish, l'énigmatique dossier des canettes périmées est mis en délibéré pour ce vendredi 3 avril. En termes simples, le tribunal va se retrouver et statuer au cours de cette semaine afin d'éclater la vérité et prononcer un verdict définitif. Déjà,
Le procureur condamne le PDG et le DG de la société Obouf à une même peine d'emprisonnement d'1 an et de 10 millions de francs CFA d'amende. Quant à la société elle-même, elle coupe d'une sanction financière de 10 millions de francs CFA d'amende. À la sortie de la salle d'audience, Maître Guy Hervé Cam, avocat de Coca-Cola de la partie civile, donne ses premières impressions. Je pense que nous avons assisté donc à des débats édifiants et nous attendons donc sereinement la décision pour le 3 avril prochain. Et je pense que les partis ont tous contribué, donc, comme on le pensait sans doute, à la manifestation de la vérité. Et pour l'entreprise Coca-Cola, nous sommes totalement satisfaits parce que les débats ont quand même permis de montrer que la société Coca-Cola n'avait aucune responsabilité ni de près ni de loin dans cette affaire, contrairement à ce que l'entreprise Obouf et ses dirigeants avaient tenté de faire depuis le début donc, de la procédure. Maître Yacouba Ouattara de la Défense, en dépit de l'insistance de la presse, lâche une petite phrase à plusieurs reprises. J'ai dit on attend verdict vendredi. Venez vendredi. D'accord. Merci. Ok, bonne soirée. Merci. Les populations et les hommes des médias particulièrement qui ont fait le pied de grue devront encore attendre avant d'espérer voir le bout du tunnel Obouf, pardon, la fin du procès Obouf vendredi prochain. Et le droit sera dit donc le vendredi 3 avril au nom du peuple et au peuple. Le Conseil national pour l'enfance apporte les précisions sur les droits des enfants. Il établit des panneaux géants, des brochures pour permettre à la population de mieux comprendre ses droits. La stratégie a été communiquée jeudi. Nathalie Sawadogo-Nabalou. Les indicateurs du ministère de la Santé montrent que 70% des enfants meurent de maladies qu'on peut éviter. Ces décès surviennent le plus souvent à domicile et les principales causes directes de cette mortalité demeurent les infections respiratoires aiguës, le paludisme, les maladies diarrhéiques et les causes néonatales. Cela est dû à la méconnaissance des droits reconnus à l'enfant. Pour venir à bout de cette ignorance, le secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance initie une campagne de sensibilisation à travers des panneaux géants et des brochures sur les droits de l'enfant. Objectif, accroître la connaissance et la compréhension de la population sur les droits de l'enfant. Nous avons commencé par le droit à la santé qui est capital pour tout être humain. Voilà. Et dans le droit à la santé, ça fait allusion au droit à l'alimentation. C'est pourquoi nous avons couplé le panneau sur le droit à la santé, la brochure sur le droit à l'alimentation. Et vous avez remarqué qu'il y a plusieurs sous-messages. On a dit le droit à la santé, mais les sous-messages, c'est quoi? Il faut assurer les consultations prénatales des femmes enceintes. L'initiative est bien appréciée par les représentants des ministères de la Santé et de l'Action sociale venus apporter leur soutien à la cause. Nous avons des indicateurs en matière de santé infantile qui sont peu satisfaisants. Et je crois que ce lancement des panneaux géants ainsi que cette brochure viennent vraiment à point nommé. Nos bases culturelles nous amènent à adopter des comportements qui ne sont pas toujours en phase avec le respect des droits de l'enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début de cette campagne de sensibilisation et d'information de toute la population sur ces différents droits-là. Les panneaux seront implantés dans les structures sanitaires et les brochures distribuées dans les bibliothèques publiques. Les droits des enfants feront certainement partie des politiques à soumettre à la sanction du peuple le 11 octobre par les candidats à la présidentielle. Mais avant de dévoiler le contenu des programmes, les Sankaris appellent à l'unité. Ils veulent un candidat unique à la présidentielle et des listes communes aux législatives et municipales. La décision sera prise au cours d'une convention que les Sankaris organisent les 25 et 26 avril. Yolande Lompo. C'est un nouveau virage qui s'annonce dans la grande famille des Sankaris. Les 25 et 26 avril prochains, les partis politiques, les mouvements citoyens et les personnes ressources tous d'obédience Sankaris veulent tenir la première convention du mouvement Sankaris à Ouagadougou. Face à la presse, le comité d'organisation égrène les enjeux de l'événement. La convention a pour objectif global de créer un large rassemblement des forces politiques et citoyennes au-delà des partis et formations politiques sankaristes existants
en vue de la conquête du pouvoir d'État en 2015. Cette convention a une vocation, celle de rassembler les sankaristes de partout, de leur donner la parole autour d'un projet unique de société d'inspiration sankariste, seule et véritable alternative pour le Burkina Faso. Cette convention, à en croire le comité d'organisation, sera marquée par la présence effective de Mariam Sankara. À la faveur de ce rendez-vous, les défenseurs de l'idéal sankariste doivent s'accorder sur les points suivants. Créer les conditions d'un consensus sur les modalités de participation de l'ensemble du mouvement sankariste et révolutionnaire aux futures élections. S'accorder sur la désignation d'un candidat unique pour l'ensemble des sankaristes et les autres révolutionnaires pour l'élection présidentielle. Élaborer un plan d'action pour les élections 2015 et 2016. Créer une force politique sankariste unifiée. Il est aussi attendu de cette convention la confection de listes communes pour les législatives et municipales à venir. Les militants ont été également invités à se faire enrôler afin de permettre aux sankaristes d'inscrire une nouvelle page de l'histoire aux futures échéances électorales. En attendant ces élections, disons que certains de ces partis sankaristes sont représentés au Conseil national de la transition où les députés s'interrogent sur les ayants droit des martyrs de l'insurrection. Ils ont aussi abordé la question du statut des médias publics, des affectations administratives et de la protection sociale. Aruna Mare, Moumouni Sobega. 3 ministres face aux députés dans l'après-midi du vendredi 27 mars pour répondre à 5 questions orales du Parlement au gouvernement. À cette 3e séance plénière, la première question adressée à l'exécutif par le député Casimir Sawadogo du groupe OSC, Organisation de la société civile, est relative à une question d'actualité sur la récente mission gouvernementale d'explication sur le report du vote des Burkinabés de l'étranger. Une mission qui a connu des incidents à l'étape de Côte d'Ivoire. Sur la suite à donner à cet incident, voici la réaction du ministre Auguste Denis Barry qui a conduit la mission. Aujourd'hui, les éléments d'analyse à notre disposition laissent entrevoir clairement que certains membres du groupuscule entretiennent des accointances avec certains partis et certains hommes politiques. Du reste, ces investigations se poursuivent en vue de faire toute la lumière sur cet incident malheureux. Le comportement de ce groupuscule ne reflète en aucune façon le point de vue de l'ensemble des Burkinabés de Côte d'Ivoire, encore moins le point de vue de la diaspora burkinabé dans son ensemble. La ministre en charge de l'action sociale et de la solidarité nationale, quant à elle, est venue fournir des explications sur 3 questions orales des députés du groupe parlementaire FDS, Force de défense et de sécurité. Il s'agit de la solidarité à l'endroit des ayants droit des martyrs de l'insurrection, de la prise en compte de la cellule familiale dans les affectations administratives et la prise en compte des groupes vulnérables dans la politique de protection sociale. Au titre des besoins exprimés par les personnes affectées, les structures centrales et déconcentrées de mon département, en collaboration avec la coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire et les comités de crise de certaines sociétés comme Tanalyse, Jolie Hôtel, Azalai Hôtel Indépendance, ont identifié les besoins de 1105 victimes qui se résument comme suit. L'aide alimentaire, l'aide en matériel de survie, l'aide sanitaire, l'appui financier pour des activités génératrices de revenus, l'assistance judiciaire, la prise en charge des frais de scolarité ou de formation professionnelle des OEV, l'aide vestimentaire des enfants et des adultes, l'accompagnement psychologique des personnes affectées et enfin l'aide au logement. Outre ces questions, le ministre en charge de la communication s'est expliqué sur l'inadéquation des attentes des populations vis-à-vis des médias publics tels la RTB, les éditions Siloya et l'orientation générale donnée à ces médias. Une question formulée par le député Bakary Koné du groupe Organisation de la société civile. La redéfinition des missions des médias publics pour tenir compte des attentes fortement exprimées par les populations lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 est bien entendu une préoccupation majeure pour mon département. Le statut de médias de service public en lui-même n'est pas mauvais, car certains médias occidentaux auxquels nous faisons souvent référence, RFI notamment, sont des médias de service public.
Il n'existe pas de divergence dans les actions du ministère de la Communication et celle du Conseil supérieur de la communication CSC à l'égard des médias, car les missions de chacune de ces institutions sont définies par des textes distincts et il n'y a aucune interférence possible. À notre arrivée à la tête du département, nous n'avons aperçu aucun projet de création d'une radio, encore moins d'une télévision propre au SIG. À l'issue des débats, l'auteur de la question s'est dit satisfait des réponses apportées par le ministre. Le ministre a proposé, nous a dit donc qu'il a pris acte et que des décisions de réforme sont déjà en cours. Nous espérons véritablement, en tant que membre de CNT, nous espérons que nos préoccupations vont être prises en compte de telle sorte que les acteurs, les journalistes des médias publics ne soient pas perçus comme des ennemis du peuple. Cet exercice s'inscrit dans la dynamique du contrôle de l'action gouvernementale par le pouvoir législatif. Selon les auteurs de ces questions, sur l'ensemble des préoccupations, les ministres concernés ont fourni des explications à la satisfaction des députés. C'est le printemps des cimenteries au Burkina et voici le tour de Simfaso de lancer officiellement sa production. L'usine est portée par deux fils du pays et envisage 1500 emplois et une capacité de production de plus d'1 million de tonnes. Elle veut satisfaire non seulement à la demande mais aussi à la qualité. Maxime Zongo. Né de la volonté de deux opérateurs économiques, Inoussa Kanazoué et Moussa Kwanda, Simfaso a été créé pour renforcer le tissu industriel au Faso, mais aussi et surtout pour répondre à l'épineuse préoccupation d'approvisionnement du ciment au Burkina. Au bout de 15 mois de travaux, c'est une usine d'une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment qui est désormais au service du public. Nous portons un grand intérêt pour les fils de ce pays qui prennent des initiatives de renforcer le développement du Burkina en créant des entreprises, même en générant des emplois pour la jeunesse burkinabé. Car comme vous le savez, nous l'avons annoncé dès le début, la jeunesse burkinabé est une préoccupation pour le gouvernement de la transition. Équipée d'une technologie de pointe, selon ses promoteurs, la société sera en mesure non seulement de satisfaire la demande sans cesse croissante, mais aussi être à la hauteur des exigences de qualité des consommateurs. Nous avons une usine qui peut produire 1 million de tonnes et on peut même l'étendre à 1,2 million. Nous nous sommes associés avec Holcim à travers sa filiale Socimant qui est le numéro 1 mondial du ciment. Donc nous avons le ciment en quantité, nous avons le ciment en qualité et c'est un ciment qui est produit par les Burkinabés. Donc il y a Bahir Ciment et c'est pour ça que nous pensons qu'il était nécessaire de mettre l'accent sur ce gros investissement qui va faire 1 million de tonnes pour permettre non seulement à nos frères et sœurs d'avoir du boulot, mais aussi d'avoir du ciment en quantité et en qualité. La différence, c'est la quantité. Il n'y aura plus de rupture de ciment. La différence, c'est la qualité et la différence, c'est l'abordabilité. Cet ambitieux projet, désormais opérationnel, aura nécessité un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA. Il créera à terme plus de 1500 emplois directs et indirects. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet investissement, de par sa taille, apportera beaucoup en termes de création d'emplois et de valorisation de nos matières premières, et c'est toute l'économie nationale qui s'en trouvera positivement impactée. D'une simple cimenterie au départ, le projet est aujourd'hui un consortium dénommé Sim Metal Group qui produit du ciment, fabrique du fer à béton et transporte des matières premières. Les responsables de la société ont saisi l'occasion pour remettre un chèque de 30 millions de francs CFA aux jeunes de la localité et un autre de 10 millions aux femmes. Et le coton reste un des viviers de l'économie nationale avec une vingtaine d'usines d'égrenage. Le Burkina peut même prêter main forte à ses voisins. Il vient d'ouvrir son usine de Kompenga au Bénin qui va y égrener son stock de 30 000 tonnes. L'autorisation a été accordée par le président du Faso au ministre béninois de l'Agriculture. Explication d'Aman Guéné. Le ministre béninois de l'Agriculture vient d'avoir l'accord du président du Faso pour l'égrenage de son stock résiduel au Burkina Faso. Et au plus tard, au 6 avril 2015, le coton béninois va atterrir sur le territoire national du Burkina
pour que l'égrenage commence à concurrence de 30 000 tonnes. Et nous espérons que dans une durée de 2 mois, que ce coton graine va être sauvé parce que la saison des pluies ne se serait pas installée au niveau du Burkina et du coup le coton va être protégé. Donc globalement, c'est dans le cadre de la coopération Sud-Sud que ce déplacement a été fait. Et le président du Burkina Faso l'a dit. C'est vrai, on a attendu maintenant qu'il y ait problème pour qu'on commence à courir. Et je crois sur ses propres institutions, d'ici à là, au niveau de l'UEMOA et des autres institutions régionales, il y aura des tests qui vont être pris pour que les gouvernements ne se dérangent plus et qu'il y ait des dispositions communautaires qui permettent juste aux techniciens de rimer les choses et d'aller à la mise en œuvre pour ne pas perdre du temps. L'émissaire béninois avait effectué une mission ici au Burkina Faso en janvier dernier pour la même cause. Au-delà du coton, le riz crée aussi de l'emploi à travers les unités de tuvage. Le gouvernement du Burkina et du Canada apporte un soutien à travers un projet appelé projet d'appui aux étuveuses de riz au Burkina Faso. L'objectif est de permettre de satisfaire les consommateurs de plus en plus exigeants et surtout renforcer le pouvoir économique des femmes. Kadou Romenki. Ces femmes ne représentent qu'une minime partie des étuveuses actives du Burkina, estimées à plus de 16 000 femmes. Elles sont là pour marquer d'une pierre blanche le lancement officiel du projet Paeri, projet d'appui aux étuveuses de riz du Burkina Faso. Mon département aussi contribue à améliorer, si vous voulez, le niveau de vie des populations, en même temps qu'il réduit, il contribue à réduire aussi le niveau de pauvreté. Et donc de ce point de vue-là, vous savez tout ce que nous importons beaucoup de riz, c'est des sorties de riz. Et que nous encourageons à faire en sorte que notre production nationale soit aussi importante pour satisfaire les besoins des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Exigeants du point de vue du goût, exigeants du point de vue de la qualité, un ensemble d'éléments. Et l'étuvage fait partie de ces éléments qui apportent la valeur, qui améliorent la qualité. J'apprécie très fortement cette initiative, fortement parce que, comme vous on l'a dit, il s'agit d'accompagner les femmes qui travaillent le riz local pour le mettre à la disposition des consommateurs. Un projet bilatéral entre les gouvernements canadiens et burkinabés et qui les engage dans une coopération spéciale car dédiée uniquement à l'autre moitié du ciel. Nous avons 2 axes, l'appui à l'éducation de base et l'appui à la croissance économique. Évidemment, ce projet Paeri tombe dans le 2e axe, carrément dans le 2e axe, et il s'agit non seulement d'un projet de développement économique, mais aussi un projet de développement économique pour les femmes. In fine, le projet d'appui aux étuveuses de riz va contribuer au renforcement du pouvoir économique des femmes du Burkina Faso. Un objectif en parfaite synchronie avec les objectifs visés par le gouvernement canadien que par ceux burkinabés, qui vient d'ailleurs de célébrer le 8 mars 2015 sous le signe de l'autonomisation économique de la femme. Le riz est le domaine où la recherche burkinabé fait ses plus grands exploits. Le ministère en charge de la recherche scientifique fait le bilan de l'année 2014 avec l'ensemble de ses cadres. Le but est d'avoir une stratégie intégrée pour bénéficier aussi bien du financement extérieur et intérieur. Les explications de Nathalie Sawadogo Nabaloum. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation tient son premier CASEM de 2015. Une rencontre au cours de laquelle agents et premiers responsables de ce département vont se pencher sur l'état de mise en œuvre des recommandations du 2e CASEM de 2014 et procéder à un examen du programme d'activité de l'année en cours. Nous allons avoir un regard particulier sur la synergie entre les activités de recherche qui se mènent au sein de notre ministère, mais aussi avec les activités de recherche qui se mènent dans bien d'autres ministères, les enseignements supérieurs et les enseignements secondaires, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère en charge des mines. Donc il y a plusieurs activités de recherche qui sont conduites. Nous allons mettre tout ça en synergie. Nous allons ensuite explorer les pistes pour que les financements au niveau de l'État et au niveau des partenaires soient coordonnés, focalisés pour que les recherches puissent atteindre des objectifs quantifiables et puissent atteindre aussi, participer davantage au développement que les populations et le gouvernement attendent.
Selon le ministre Jean-Noël Poda, des résultats appréciables ont été enregistrés dans le domaine de la recherche scientifique au Burkina. Les défis également restent à relever pour répondre aux nombreuses sollicitations des populations en matière de technologies innovantes. En plus des financements, la recherche pourrait aussi bénéficier de 109 dans le domaine de la santé. 92 nouveaux docteurs ont prêté le serment d'Hippocrate pour certains, de Galien pour d'autres. Ils ont juré de soigner le peuple et tout le peuple. Lazare Pouya. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si je mens. Je le jure. Ils sont au total 90 thésards, dont 72 médecins et 18 pharmaciens, à avoir prêté les serments d'Hippocrate pour les uns et celui de Galien pour les autres. Cette cérémonie, qui constate l'aboutissement de 7 ans d'études pour les médecins et 8 ans pour les pharmaciens, constitue la première édition de soutenance groupée au profit des étudiants en fin de cycle. Nous avons appris à l'hôpital, auprès des malades, et nous savons que nous sommes dignes et prêts à offrir nos services pour apporter un plus à la santé de la population burkinabé. Les jurys étaient exclusivement constitués à partir des enseignants nationaux de l'unité de formation et de recherche en sciences de santé de l'université de Ouagadougou. Après 48 heures d'évaluation, les impétrants ont reçu les qualifications allant de la mention honorable à la mention très honorable avec félicitations du jury. Nous sommes satisfaits du niveau réel des cadres que nous venons de mettre à la disposition de la population. Si vous constatez, la proportion de ceux qui ont eu des mentions très honorables avec les félicitations du jury sont les plus importantes. Ce qui témoigne quand même de la qualité du travail, parce que c'est un travail de recherche qu'ils ont fait. L'objectif des soutenances groupées vise à permettre au maximum d'étudiants de pouvoir soutenir dans un délai raisonnable et aux enseignants de mieux planifier leurs activités de recherche et d'enseignement. Ces thèses groupées ont beaucoup d'avantages. D'abord au niveau de nos ministères, ministère de la Santé et de la Fonction publique, ça leur permet d'avoir un grand nombre de médecins et de pharmaciens sortis pour pouvoir les intégrer en même temps, ce qui peut faciliter le traitement de beaucoup de dossiers. Ensuite, au niveau de l'université, ça permet à l'université également de prendre un grand nombre de diplômes qu'ils vont confectionner pour ces lauréats. Désormais aptes à affronter les joies et les peines de la vie professionnelle, ces médecins et pharmaciens ont reçu les conseils de leur maître d'être humbles, travailleurs et au service des populations. Ils ont gagné une bataille, ils n'ont pas encore gagné la guerre, parce que dans leur poste d'affectation respective, il y a tout un autre apprentissage, c'est-à-dire comment déjà représenter le corps des médecins ou des pharmaciens avec honneur et dignité, et comment répondre aux besoins de nos populations malgré les difficultés dans lesquelles ils seront amenés à travailler. 2 vétérans de la médecine burkinabé admis à la retraite ont reçu des présences et des honneurs dignes de leur rang. Des tableaux numériques pour le musée de la musique. C'est un geste de l'ambassade de France au Burkina. Il permet au musée de disposer d'instruments intéressants et renforce son animation, tout simplement ses activités. Des explications de Irène Wango et Moumouni Soubega. C'est un don composé d'ordinateurs, de tableaux numériques et de rétroprojecteurs. Offert par l'ambassadeur de France au Burkina, ce don est destiné au musée de la musique. Il vise une bonne exposition des œuvres musicales. L'objectif, c'est de permettre au musée de disposer d'instruments intéressants également, les jeunes visiteurs, mais aussi les visiteurs plus âgés, de rendre le musée attractif et permettre la découverte des instruments qu'il contient. Et également, c'est très important de pouvoir donner la possibilité au public d'écouter les différentes musiques qui font la richesse du Burkina Faso. Pour le représentant du ministre de la Culture et du Tourisme, c'est un geste qui vient revaloriser le musée. Ces tableaux vont permettre au musée de renforcer son animation, de renforcer ses programmes pédagogiques et d'améliorer son attractivité de façon globale. Donc je voudrais lui exprimer toute la reconnaissance du ministère de la Culture pour ce don qui permet au musée d'être encore plus opérationnel que par le passé.
Le matériel va aussi aider le ministère de la Culture et du Tourisme dans la formation des jeunes sur les richesses culturelles du Burkina. Après la remise des dons, l'ambassadeur a procédé à la visite du musée. L'Église apostolique s'arrête pour reconnaître la fidélité de Dieu à son égard. Cela fait 50 ans que cette Église débutait au Burkina pour ce jubilé d'or. Il y avait du monde ce matin à l'Église apostolique de Tanguin pour soutenir les festivités. Yolande Lampo. Depuis 1965, l'Église apostolique du Burkina Faso répand la bonne nouvelle dans les 13 régions. Aujourd'hui, les fidèles de cette dénomination chrétienne font une halte pour dire merci au Seigneur pour sa fidélité durant un demi-siècle. On a eu des conférences sur la parole de Dieu, surtout sur le thème de la fidélité de Dieu. Et nous avons donc, par la parole de Dieu, exhorté les uns et les autres à faire confiance au Dieu fidèle, parce qu'effectivement, il accomplit tout ce qu'il déclare. Ce jubilé d'or étant celui de la maturité, ensemble avec leurs frères et sœurs venus du Congo, du Tchad, du Mali, du Cameroun, du Sénégal, du Ghana, de la Suisse et de la France, ils ont dansé et chanté à la gloire du roi des rois. Au-delà de l'aspect festif, des prières d'action de grâce pour le mouvement apostolique dans le monde et pour la paix au Burkina Faso ont été dites avant le message du prédicateur du jour. L'apôtre Paul est clair quand il dit qu'il ne considère pas ce qui est en arrière, mais il court vers ce qui est en avant. Et nous pensons que l'évangile holistique qui concerne le salut de l'âme, du corps et de l'esprit est quand même bien ancré dans toutes les églises évangéliques, et c'est ce que nous essayons de faire. C'est en regardant derrière qu'on puisse planifier ce qui est devant. Et si je ne sais pas d'où je viens, je ne pourrais même pas savoir où je suis, à plus forte raison où je vais. Donc maintenant que nous savons d'où nous venons, que nous savons où nous sommes, il faut maintenant que nous nous engageons à aller encore de l'avant. L'Église apostolique de Suisse accompagne sa sœur du Burkina depuis 1975. Et à l'occasion de cet anniversaire, des certificats de reconnaissance seront décernés aux pionniers. Des élèves et des étudiants démontrent leur talent oratoire. Ils apprennent à connaître la langue française et à la manier. Ils démontrent aussi la force de leurs arguments. Après l'apprentissage, place à la compétition. Draman Guéné. Une formation civique, professionnelle à ces jeunes. Voici une mesure noble. C'est parti pour 4 mois de compétition entre établissements secondaires d'une part et universités de l'autre. Troisième du genre, les débats oratoires de cette année vont se mener autour des sujets traitant des droits et devoirs des jeunes. Il s'agit de forger de jeunes leaders en leur apprenant l'art de convaincre plutôt que de vaincre. C'est une tribune d'expression qui permet aux élèves et étudiants de défendre leur point de vue sur un sujet que nous choisissons. Voilà, le thème central de cette année, c'est jeunesse et développement. Donc, nous choisissons des projets de loi pour le supérieur, parce que c'est le format parlementaire. Mais pour le secondaire, c'est le format académique. Donc, c'est un pour et un contre d'un sujet, par exemple, qui traite de la jeunesse. C'est une manière vraiment d'encourager la jeunesse à utiliser le savoir et aussi à développer, j'allais dire, leur sens critique. Et puis aussi leur sens d'aller droit au but en exposant de façon claire leurs idées, leurs propositions, etc. Maniement et connaissance de la langue française, force de l'argument, sont entre autres des critères de notation retenus pour ce joutes oratoire. Les qualités, par exemple, des années précédentes, les étudiants affirmaient souvent gratuitement les idées. Mais actuellement, nous avons élevé leur niveau qui font que, présentement, si vous avez remarqué, il y a des preuves, il y a des exemples. Voilà. Donc, on peut dire que sur le plan formation, il y a un niveau maintenant. En compétition d'ouverture, le centre de formation du personnel de bureau de l'ENAM a remporté face au lycée technique Sangouli-Lamizana dans la catégorie débat secondaire. Chez les supérieurs, l'université de Ouagadougou a battu l'IBAM avec 0,24 points de plus. Les débats qui sont au stade de poule ne concernent que les régions du centre-ouest et des hauts bassins. Les finales sont prévues pour juillet prochain
à Ouagadougou. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Frédéric Etienne Bassenga pour la dernière édition du journal. Merci donc. À demain.